comment réussir l'organisation de son concours. Alors, réussir l'organisation de son concours, c'est bien sûr l'ambition de chaque organisateur. Alors, on ne va pas reprendre tous les aspects réglementaires et toutes les étapes de préparation d'un événement. On va plutôt passer en revue un certain nombre de points de vigilance sur lesquels je voudrais que vous portiez une attention particulière pour que votre concours soit une fête pour tous. Et ces recommandations issues de la pratique porteront, entre autres, sur les aspects sportifs, sur des aspects de logistique extrasportive. On parlera également de la communication, des risques et responsabilités et assurances, et bien sûr, d'évaluation. Alors, la meilleure façon, ou le premier point pour réussir son concours, c'est de trouver la bonne date, et cette bonne date, de la faire inscrire au calendrier. Pour trouver une bonne date, vous aurez à tenir compte d'un certain nombre de critères, la concurrence des différents concours autour de chez vous, la nature des sols, et notamment leur comportement à l'eau, des possibilités d'arrosage, de contraintes locales comme la période touristique, qui peuvent aussi être des critères limitatifs concernant la disponibilité du site, la disponibilité des ressources humaines que vous pourrez mobiliser. Tous ces critères sont à prendre en compte et à mettre évidemment en perspective de vos objectifs recherchés à travers l'organisation d'une manifestation. Une fois que cette date est trouvée, il faut l'inscrire au calendrier. Alors, il y a toute une procédure d'inscription au calendrier et des ordres de priorité. On commence par les ordres prioritaires des internationaux, puis ce sont les concours entrant dans la composition d'un circuit qui sont prioritaires, les concours nationaux, puis les concours régionaux, et enfin les concours départementaux. Toutes ces procédures se déroulent depuis la fin août jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la fin octobre pour les concours internationaux, et du début octobre jusqu'à la mi-novembre pour les autres, avec une officialisation des dates au mois de décembre. Donc si vous avez, il y a toujours des immanquables concurrences en matière de dates, et si j'ai un conseil à donner, c'est d'être présent. Si vous tenez absolument à faire passer une date, c'est d'être présent aux instances de négociation. Pour mémoire, je rappelle quand même que pour organiser un concours, il faut être adhérent de la FFE, ne pas avoir de dette avec la FFE, et que sur certains concours, il y a des frais d'inscription et qu'on peut vous réclamer des cautions pour inscrire un concours. Ça n'est pas sans incidence sur votre budget. Autre point clé pour la réussite d'un concours, c'est la composition de votre programme et la préparation de l'avant-programme. Il faut le faire, vous publier quand votre date est officialisée, mais avant ça, vous aurez eu la précaution de réserver et de choisir votre jury. Le jury, c'est un point extrêmement important et les techniciens fédéraux sont un élément clé pour le bon déroulement du concours. Les plus compétents et les plus appréciés sont évidemment les plus demandés. Il faut les réserver le plus tôt possible et quand vous êtes en train de procéder à leur réservation ou à leur mobilisation, accordez-vous aussi sur les conditions de leur déplacement. Il y a des frais de déplacement kilométriques qui sont barrémés, mais il y a également des indemnités sur lesquelles il faut que vous vous accordiez avant pour que tout fonctionne bien au moment venu pendant la réalisation des épreuves. Il y a aussi un certain nombre d'autorisations à demander. Alors, les concours qui sont déclarés à la FFE ou à la FEI sont dispensés d'un certain nombre d'autorisations administratives, mais pas toutes. Ça dépend du niveau du concours. Il y a des démarches à faire, notamment pour l'utilisation de la voie publique. Il faut faire ça à ce moment-là pour ne pas être embêté au moment de la manifestation. Un programme, c'est le déroulé ou la façon dont il va être composé qui fera le succès de votre concours. Prenez conseil. Vous avez la multiples possibilités de combiner les épreuves avec des épreuves amateurs, des épreuves pour les professionnels, des épreuves pour les jeunes chevaux. Il faut les programmer pas en même temps pour que les coachs puissent coacher et que les professionnels puissent accompagner leurs élèves. Vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas des concours fleuves, parce qu'un concours fleuve n'est pas forcément un gage de réussite, la possibilité de limiter les engagements. Ça, c'est un choix qu'il faut avoir en tête. Et puis au moment de la rédaction de votre avant-programme, mettez en avant tout ce qui va vous permettre de vous différencier par rapport aux autres
aux autres manifestations, aux concours environnement. La dotation, si vous avez des essais de preuves surdotées, mettez-les bien en avant. Si vous offrez des facilités pour les concurrents, des réductions sur les box, voire la gratuité sur les box, mentionnez-le bien. S'il y a des moments de convivialité et des animations prévues à leur effet, mentionnez-le aussi. C'est au moment de la rédaction de l'avant-programme qu'on peut mettre tout ça bien en avant pour une excellente fréquentation. Et puis un avant-programme, ça s'envoie à la Fédération équestre internationale au moins 10 semaines avant la manifestation et en anglais, et à la FFE 2 semaines avant la clôture des engagements. Pas d'épreuve sans bénévoles de manière générale. Entendons-nous d'abord sur la définition d'un bénévole. En fait, il n'y a pas de définition de bénévole au sens juridique du terme. Malgré tout, à la notion de bénévole, on attache l'absence de rémunération et l'absence de lien de subordination. Donc un bénévole ne peut se retrouver et se mobiliser qu'au travers d'une association. Et donc sans bénévole, souvent pas d'organisation possible, donc il faut les mobiliser suffisamment tôt et en nombre suffisant. Et puis quand on les mobilise, il faut déléguer des tâches bien définies, bien les briefer et bien les encadrer. Et en tant qu'organisateur, vous vous devez d'une protection et d'une couverture des bénévoles. Alors, je ne saurais que trop vous recommander de préparer une lettre de mission. Elle peut être très générale, elle est forcément nominative. Très générale, ça fait l'affaire. Elle vous sera tout à fait utile en cas de problème ou en cas de contrôle de l'URSSAF. Aux bénévoles, diffusez un organigramme de votre organisation et diffusez largement une liste de numéros de téléphone utiles pour joindre les bonnes personnes au bon moment et aux bons endroits. Quand on a la chance d'avoir des bénévoles, on essaie de les garder, on essaye de les chouchouter. À minima, vous leur devez le gîte et le couvert, et si vous pouvez, offrez plaques, flots, t-shirts, souvenirs du concours. C'est une façon de les valoriser. C'est aussi une bonne valorisation de votre manifestation. Ils se feront l'écho de ces souvenirs et de ces cadeaux remis. Un cas un peu particulier, c'est celui des écoles, qui ne sont pas forcément des bénévoles. On peut mobiliser des élèves des écoles, c'est assez pratique parce que souvent en nombre suffisant et souvent bien encadré. Dans ces cas-là, il faut préciser avec l'école ce à quoi vont être utilisés les élèves, dans quelles conditions, et tout ça se fait au travers d'une convention entre l'organisation, l'organisateur et l'école concernée. Concernant le cadre sportif et la mise en place des infrastructures techniques, vous ne réussirez votre concours que si vous connaissez bien le règlement de votre discipline, le règlement FFE ou FEU. Et puis, maintenant, pour pratiquement toutes les disciplines, vous avez un référent qu'on appelle un délégué technique, qui est souvent présent, qui fait partie des techniciens fédéraux sur votre concours. Il faut travailler avec lui. Avec lui, vous aurez à réfléchir à tout ce qui concerne les circulations. Chevaux, concurrents, piétons, véhicules, secours. Il faut que tout ça puisse circuler facilement, si possible, sans se croiser et sans se gêner. Une fois que vous aurez réfléchi à ces circulations, alors vous aurez une implantation qui sera pertinente, une implantation pertinente de l'accueil, des écuries, des différentes carrières, des différentes détentes, de la restauration, des sanitaires, etc. Et tant qu'à faire, mettez en place une signalétique dédiée. Ça fluidifiera votre manifestation et vous ne serez pas mobilisé toute la journée à indiquer où sont les toilettes, où sont les douches, où sont la buvette ou l'accueil. Sur le plan sportif, on a souvent un point de crispation concernant la qualité des sols. C'est peut-être le conseil principal, le point le plus important dans votre préparation. Soignez la préparation de vos sols, soignez la qualité de vos sols et prévoyez d'y intervenir si besoin. Et pour toutes les implantations sportives, et notamment en ce qui concerne les sols, essayez toujours de prévoir un plan B. Le plan B, en général, on l'active
en cas d'excès d'eau, de détérioration d'une surface, il faut pouvoir prévoir ce plan B pour vous séréniser et puis faire face aux différents imprévus. Toujours dans le cadre sportif, ce sont les concurrents qui feront la réputation de votre concours ou qui cautionneront votre manifestation. Tant qu'à faire, prévoyez un point d'accueil et d'information ouvert suffisamment tôt, avec la signalétique qui indique où il est, et dédiez-y une personne. Ce point d'accueil, il faut essayer de garder le même numéro de téléphone mentionné, que vous avez mentionné dans l'avant-programme. C'est plus pratique. Et à ce point d'information, pour ne pas non plus être perturbé pendant toute la manifestation, vous y traitez des histoires de logement de chevaux, de réservation de box. C'est là aussi que les concurrents pourront trouver des plans avec la localisation des épreuves, les horaires, les déroulés de la manifestation, les horaires de briefing, les renseignements sur les remises de prix. C'est là également où ils pourront trouver les renseignements concernant la logistique extrasportive, le numéro de code ou le code d'accès à la borne Wi-Fi, les modalités d'approvisionnement en foin, en paille, les histoires d'enlèvement de fumier, de poubelles. Tout ça peut être localisé à un seul endroit avec une personne qui soit au courant et qui participera à cet accueil, un bon accueil des concurrents. Autre élément clé dans la réussite d'un concours, c'est le public. Il faut aussi savoir l'accueillir selon l'importance de votre concours, selon la fréquentation attendue, selon les infrastructures installées. Vous aurez le plaisir de vous confronter à la commission de sécurité qui dira si oui ou non il y a ouverture ou possibilité d'ouverture au public. Ça, c'est dans le cas où vous montez des tribunes, où vous montez des barnums, des grands ensembles couverts, où il y a de l'électricité foraine qui se promène à gauche et à droite. Là, vous ne coupez pas à passage de la commission de sécurité. Par ailleurs, si en même temps, dans la durée de votre manifestation, vous êtes susceptible d'accueillir plus de 500 personnes, vous êtes tenu d'actionner ou de mettre en place un dispositif prévisionnel de secours, ce qu'on appelle un DPS. C'est un système ou dispositif qui permet d'informer pompiers, SAMU, centre départemental de secours, de la date de votre manifestation, de la localisation et surtout des circuits d'accès, des accès en cas de besoin. Pareil, en fonction du public attendu, il est pertinent de mettre en place un service de sécurité et de police interne, ne serait-ce que pour gérer le stationnement sur les parkings et d'éviter les stationnements sauvages qui souvent perturbent ou sont gênants pour l'accessibilité des secours si besoin. Vous en serez que sérénisé et tout le monde y trouvera son compte. Auprès de la préfecture de votre département, vous vérifiez également que vous êtes concerné ou pas par la mise en place d'un dispositif Vigipirate. Et puis, tant qu'à faire, pareil, pour ne pas passer votre temps, comme pour les concurrents, à indiquer où sont les douches, les sanitaires et les poubelles, mettez en place une signalétique. Alors, une signalétique, elle n'a pas besoin forcément d'être très luxueuse. Ce dont on a besoin, c'est qu'elle soit pertinente et mise aux bons endroits. Restauration, buvette et moment de convivialité. Là également, vous avez plusieurs options. Alors, il en faut d'abord. Généralement, c'est apprécié et ça contribue à la réussite de votre concours. Vous aurez à déterminer si vous l'exploitez en nom propre ou si vous la déléguez à un prestataire. Auquel cas, il vous faudra déterminer le montant de la redevance qui peut être en flux financier, en échange marchandises et basé sur le nombre de concurrents. Enfin, il y a plusieurs formules. Ce qui est important, c'est bien la localiser. Ce qui est important également, c'est de ne pas en mettre trop, mais en mettre suffisamment. Pas trop pour que tout le monde travaille et suffisamment pour qu'il n'y ait pas des files d'attente trop importantes. Sur ces histoires de
restauration et de buvette, il y a quelques obligations, notamment si vous les exploitez en nom propre, déclaration en mairie, et vous êtes tenu, en tant qu'organisateur, de mettre à disposition des points d'eau et de leur permettre à ces prestataires de maintenir la chaîne du froid, notamment comme contrôle de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations anciennes, Direction des services vétérinaires. En ce qui concerne les moments de convivialité, il faut trouver le bon tempo. Alors, c'est toujours des moments appréciés, mais trouver le bon tempo, pas trop, mais suffisamment quand même, et les bons horaires pour que les gens à qui ils sont destinés puissent y participer. Pas trop tôt pour que les cavaliers aient le temps de remiser leurs chevaux, soigner leurs chevaux, et pas trop tard pour qu'il n'y ait plus personne et que tout le monde soit parti. Le village d'exposants, c'est toujours une attraction à part entière. Sa réussite et son importance est souvent liée à l'importance de la redevance. Alors là aussi, ça peut être soit en flux financier, soit en échange de marchandises. Il y a quelques obligations administratives sécuritaires, notamment par rapport à l'électricité, et ce sera la commission d'ouverture au public qui se chargera ou étudiera ces problèmes-là avec vous. L'éco-responsabilité, c'est un phénomène sociétal que vous ne pouvez plus ignorer dans l'organisation de vos concours. C'est relativement facile à mettre en œuvre pour certaines mesures. Je pense au tri sélectif, aux économies d'eau, économies d'électricité, et vous pourrez communiquer facilement là-dessus, et ça contribuera au succès de votre manifestation. En ce qui concerne la communication, alors on ne va pas parler ici de la communication ou de la promotion de votre concours, vous l'avez déjà fait, on en a déjà parlé. Il s'agit de voir la façon dont vous avez à traiter les médias pendant la manifestation. Ce que je suggère, ce que je préconise, c'est une conférence de presse environ 2 semaines avant. C'est le bon moment, la bonne période pour vous faire de la publicité gratuite, donner les dernières nouvelles et rappeler la manifestation, ça sans bourse déliée. Par contre, une fois que cela est fait, il faut que vous puissiez avoir un accueil presse avec une personne dédiée. Alors, ça peut être la même personne ou le même endroit que l'accueil des concurrents ou l'accueil général, mais il faut en tout cas que la personne qui s'en occupe soit un peu au courant. À cet endroit-là, les journalistes doivent pouvoir y trouver des listes de départ, des horaires d'épreuves, des horaires des moments forts, notamment les moments de remise des prix où ils pourront faire des photos, interviewer les lauréats ou les personnes politiques, éventuellement un concours complet des plans de parcours, et si besoin, s'ils ont besoin de circuler, des brassards presse, qui leur permettront de travailler sans être embêtés. Ce que je recommande aussi, sans monter une usine à gaz, c'est de prévoir une salle de presse. Alors, une salle de presse, c'est un endroit à l'abri, un peu isolé, équipé à minima. Et quand je dis équipé à minima, il faut qu'on puisse y trouver table, chaise, électricité, bien sûr, et puis si possible, un accès à Internet pour la transmission des résultats. Transmission des résultats dont la personne dédiée à la presse aura aussi le souci de pratiquer une fois que les épreuves sont terminées. Tous les journalistes ne restent pas jusqu'à la fin des épreuves et seront demandeurs des résultats. Il faut pouvoir leur envoyer assez facilement. Enfin, si vous activez les réseaux sociaux, faites-le avec une ligne éditoriale prédéfinie pour ne pas y raconter n'importe quoi et un peu en désordre. Et surtout, consacrez-y ou dédiez-y une personne qui jouera le rôle de modérateur sur ces réseaux sociaux et qui évitera les bad buzz qui interviendront en cas de bad buzz. En termes de communication, il faut aussi, pour votre sérénité, parce que ce sont des choses qui arrivent, avoir abordé la gestion de crise en cas d'accident fatal. Alors, accident fatal, là, quand on parle de ça, on parle du décès d'un sportif ou d'un cheval. Ce sont des choses qui arrivent. En concours complet, c'est une préoccupation permanente, mais malheureusement, les autres disciplines ne sont pas épargnées quelquefois, hélas. C'est donc bien un point
à traiter dans votre préparation, notamment au moment des briefings de vos équipes. Il faut qu'ils soient informés de leur conduite à tenir, informés et instruits au maniement des différents paravents qu'on peut utiliser pour gérer ces accidents-là. Et puis, informer vos troupes également sur leur obligation de réserve en termes de communication sur un accident de cette nature. Après, il existe des procédures FEI, se met en place une équipe de gestion de crise en lien avec la FFE et la FEI. Ça, c'est des choses qui sont réglées. Votre préoccupation en tant qu'organisateur, ce sera de poursuivre, j'indique de façon décente, la compétition. Il faut que, évidemment, ça puisse se faire décemment, mais c'est un des objectifs de l'organisateur que la compétition puisse se poursuivre. Ça se fait notamment en squeezant ou en éliminant ou en enlevant l'obstacle à cause de l'accident du parcours. Les jurys ou le président de jury a la possibilité et la faculté de le faire. Votre rôle également en tant qu'organisateur sur cet aspect-là, ce sera de gérer la famille, les accompagnants, d'avoir une communication vis-à-vis du public et des réseaux sociaux, et notamment et également vis-à-vis de la presse. C'est une transition facile avec des aspects responsabilité juridique de l'organisateur. L'AFC, c'est pour votre sérénité, et votre sérénité est une des conditions de réussite de votre concours. Il faut que vous puissiez ou sachiez appréhender vos responsabilités juridiques. Elle peut être civile, elle peut être pénale, elle peut être administrative. Et la responsabilité, définition de la responsabilité, c'est l'obligation de réparer le dommage causé. Alors, en tant qu'organisateur, votre responsabilité peut être engagée pour non-respect d'une obligation contractuelle ou pour une faute qui peut être une faute soit pour une simple inattention ou simplement ou encore un manquement à une obligation essentielle. Sachez qu'il existe des assurances qui vont vous aider, vous accompagner pour dédommager le préjudice évalué, et puis qui va vous aider pour ne pas vous retrouver seul. Alors, il y a différents types d'assurances, et à peu près tout s'assure, c'est une simple question de budget. Ce que je recommande comme assurance incontournable, c'est d'abord la responsabilité civile organisateur. C'est une assurance qui couvre tous les dommages causés par un tiers, par un défaut d'organisation, ou par le fait de quelqu'un de votre équipe, ou par les participants, ou par du matériel vous appartenant ou mis en œuvre dans le cadre de l'organisation. Associé dans la négociation de ce contrat, associer cette couverture à une assistance juridique. Si pour votre concours, vous utilisez des bâtiments en dur qui ne vous appartiennent pas, envisagez également une assurance risque locatif. Et puis, je ne saurais trop vous recommander également de souscrire à une assurance pour le vol des matériels, une assurance tous les matériels qui vous sont prêtés ou que vous voulez. Après, il y a d'autres assurances possibles, qui sont des assurances annulation, intempéries, mais c'est une autre question, et notamment de budget. Alors le jour J, normalement, si vous avez tout bien préparé, il ne vous reste pas grand-chose à faire, puisque c'est le président du jury et les juges qui prennent la main. Vous, en tant qu'organisateur, pour que tout fonctionne bien, arrivez suffisamment tôt. Cela vous permet de vous approprier les lieux. Cela permet également aux équipes de se familiariser avec le site et de se familiariser avec les différentes implantations retenues. Avant le rush, c'est-à-dire avant que tout démarre, procéder aux appels pour vérifier que tout le monde est bien à son poste, procéder au briefing ou en tout cas assister au début de chacun des briefings, ce qui vous permettra ensuite d'anticiper et de vérifier que tout est bien en place. Puis le jour J, n'oubliez pas la liste des matériels qu'il ne faut pas oublier, c'est la paire de ciseaux, la table, la chaise dont on va vous demander, le ruban de scotch, enfin, et la rallonge, la prise multiple, toutes ces choses que les uns et les autres peuvent avoir oublié qui seront utiles.
N'oubliez pas votre bonne humeur pour gérer les imprévus. Prenez des photos et pensez déjà à l'étape suivante qui est la préparation du démontage. Votre concours se passe et se passe plutôt bien. On est venu vous dire toute la satisfaction des concurrents, je l'espère, ça arrive. Il faut passer maintenant à la phase d'évaluation qui contribuera à la réussite ou au sentiment de réussite, en tout cas, de votre concours. Ça se fait au travers de débriefings sur le plan sportif et sur le plan technique. C'est important au regard du programme d'épreuves que vous aviez concocté. Pour ce faire, vous pouvez récupérer et demandez-les si on ne vous les retourne pas, les fiches d'évaluation des techniciens fédéraux, notamment celle du président du jury, et vous pouvez aussi mettre en place une enquête de satisfaction auprès des cavaliers, même auprès du public, tout ça disponible à l'accueil que vous avez préparé à leur intention. Au regard des horaires et à la charge de travail de vos équipes, essayez de refaire un déroulé en identifiant les points forts et les points faibles. Ce sera une source d'amélioration pour la prochaine édition. Et puis surtout, rédiger un compte-rendu, ça vous servira de cahier de procédure ou de procédure à reconduire pour la prochaine édition. Évidemment, vous n'échapperez pas à une évaluation financière en vous attachant à regarder par rapport à votre budget prévisionnel les points que vous avez maîtrisés ou les points que vous n'avez pas maîtrisés. Ce sera une marge de progrès, c'est une marge de progrès facile à identifier. Et puis, si vous le pouvez, essayez également d'évaluer l'impact économique et sociologique de votre événement en recueillant les avis des sponsors, en recueillant également les avis des exposants. Et puis, l'INRA et l'IFCA ont mis aussi au point une méthodologie pour ce faire. C'est un ouvrage de Céline Vidal que je vous recommande de consulter. L'évaluation portera également sur la communication post-événement. Alors, pourquoi une communication post-événement? D'abord, pour remercier tous ceux qui vous ont aidé à mettre en place votre manifestation, et c'est aussi l'occasion de prendre rendez-vous pour la prochaine édition. Comment procéder? Réaliser une revue de presse. Ça constituera un excellent retour auprès de vos partenaires et des collectivités. Ça crédibilise et quantifie votre action. En effet, vous pouvez, à partir des coupures presse, des retombées presse, au tarif des encarts publicités, donner ou évaluer financièrement la valeur de votre pressbook. Et puis, ça prépare votre prochaine campagne de mobilisation pour la prochaine édition. Quand vous envoyez cette revue de presse, accompagnez-la d'un courrier, vous faites une présentation orale ou informez d'un coup de fil que vous allez adresser cette revue de presse. Alors, si je peux me permettre quelques conseils, prenez des photos, beaucoup, pendant, avant, après. Elles vous seront utiles pour préparer la saison prochaine et vous aurez tout loisir de trier ce qui est utile ou pas utile. Sauvegardez vos fichiers. Qui d'autre mieux que vous s'en soucie et le fera avec pertinence. Dans votre préparation et dans vos déroulements de concours, partagez l'information. Vous n'êtes pas seul. D'abord, en partageant, vous vous ménagez vous-même et vous devez prévoir des moments pour faire cette information et partager cette information. Sur le plan sérénité de l'organisateur, donc toujours facteur de réussite de concours, faites-vous un roadbook, ça vous permet de vérifier, d'anticiper, toujours d'avoir un coup d'avance, et parce qu'on n'est pas infaillible et personne n'est infaillible. Puis, dernier conseil que je puisse vous prodiguer, c'est de vous procurer le prochain guide pratique des l'IFCE à sortir à l'automne. Voilà, j'en termine avec cette présentation et en guise de conclusion, je voulais vous dire que votre concours sera toujours une réussite si vous avez en permanence à l'esprit le bien-être du cheval et la sécurité des cavaliers du public.
N'oubliez jamais que tout événement n'est rien sans l'adhésion du public et des bénévoles, la caution des concurrents, ce sont vos relais d'opinion, la complicité des médias et un retour satisfaisant sur l'investissement des partenaires. Et puis, placez-vous dans une logique de pérennisation, c'est la meilleure des motivations.